Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol. Ravi de vous retrouver, Étienne, avocat en droit social au cabinet Berry-Lo. Le point est un point très complet parce que c'est très encadré sur les ruptures conventionnelles. D'abord, pourquoi avoir souhaité faire un point? Parce que les avocats suivent de très près l'évolution du droit et il y a une actualité sur ce sujet. Oui, qui est passée un peu inaperçue parce qu'elle rentre en vigueur en septembre prochain. Mais dans le cadre de la loi sur les retraites, dont on a beaucoup parlé sur beaucoup d'aspects, il y a un aspect qui est un peu passé sous les radars, qui est le fait que le paiement par l'employeur d'une taxe spécifique sur les ruptures conventionnelles, ce forfait-là passe de 20 à 30%, donc il y a un renchérissement pour les employeurs du coût de la rupture conventionnelle. Donc je pensais que c'était important aussi de rappeler les règles de base sur la rupture conventionnelle, mais à compter du 1er septembre, ce coût va être renchéri. 500 000 ruptures conventionnelles, donc c'est quelque chose de très important. Oui, c'est-à-dire que c'est une manière de contourner le droit qui existait auparavant, on est bien d'accord? Alors, vous souriez. Oui, parce que c'est assez... On en a parlé sur ce plateau au moment de la présomption de démission, vous savez, sur les abandons de poste. Avec un article de l'Assemblée nationale. Exactement, spécifique là-dessus, on disait c'est quand même scandaleux que les salariés qui prennent l'initiative de partir touchent quand même Pôle emploi. Or, la rupture conventionnelle, qui était quand même à l'initiative du patronat en 2008, mise en place par le gouvernement Fillon, et c'est constaté par la DARES, donc l'Institut de statistique officielle du gouvernement, correspond dans les 3/4 des cas à des initiatives des salariés. C'est-à-dire c'est un contournement de la démission pour permettre aux collaborateurs qui partent de toucher Pôle emploi aussi. Et ça, curieusement, pas grand monde en a parlé au moment de cette présomption de démission. Donc, il y a autant... Statistiquement, c'est intéressant parce que vous avez tout à fait raison. Il y a 500 000 ruptures conventionnelles à peu près par an, ce qui est équivalent au nombre de démissions annuelles. Donc, si vous rajoutez 500 000 plus 3/4 de ruptures conventionnelles à l'initiative des salariés, ça fait près, quand même, de 800 000 départs à l'initiative des collaborateurs chaque année. Donc, quand on parle de grande démission, effectivement, il y a un sujet là-dessus. Et on l'entend souvent entre collaborateurs, t'as qu'à négocier ta rupture conventionnelle. Ça, les avocats l'entendent beaucoup. Quand même, un mot juste sur l'actualité. On va revenir sur la procédure parce qu'elle n'est pas si simple. Ça veut dire que l'idée, c'est que l'employeur réduise le nombre de ruptures conventionnelles en surenchérissant le coût pour l'entreprise, on est d'accord? Exactement, et partant aussi du principe qu'il y avait quand même pas mal de ruptures conventionnelles qui intervenaient avant que les collaborateurs n'ouvrent leur droit à pension de retraite. En fait, la raison sous-jacente, et c'est pour ça que c'est dans la réforme des retraites, c'est que corrélativement, on a allégé le coût des ruptures conventionnelles pour les salariés qui ont déjà leur droit à retraite. D'accord. Où l'ensemble de l'indemnisation dite de rupture conventionnelle est assujettie à charge sociale, alors que pour les autres des salariés, il y a une franchise quelque part à hauteur de 2 plafonds annuels de sécurité sociale, donc à peu près 85 000 €. Et donc, on a aligné le régime fiscal et social des salariés partant en rupture conventionnelle alors qu'ils ont déjà leur droit à la retraite des autres. Et en contrepartie, on renchérit pour tout le monde le coût de la rupture conventionnelle. Donc ça concerne notamment les seniors, puisque ça touche c'est une mesure plus de 55 ans ou 56 ans et qui signaient, qui dealaient une rupture conventionnelle. Exactement. La procédure, parce que c'est pas si simple pour ceux qui sont passés dans les ruptures conventionnelles, c'est quoi? Il y a des délais, il y a des documents. Il y a des délais, il y a des choses trappes, donc il faut faire attention quand on est en entreprise, puisque c'est généralement l'entreprise qui tient la plume, même si c'est souvent l'initiative du salarié, c'est l'entreprise qui tient la plume. Alors le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de simplification. Maintenant, il y a une plateforme dédiée, on peut remplir le formulaire en ligne, le soumettre, on doit le soumettre en ligne à l'administration, donc il y a quand même des outils facilitateurs. Il n'en demeure pas moins que schématiquement, on négocie la rupture conventionnelle, donc le montant et la date de fin de contrat avec le collaborateur. Donc de gré à gré, on est d'accord? On négocie de gré à gré. Un salarié qui a 20 ans d'ancienneté fait une rupture conventionnelle, on va d'abord lui calculer ses droits légaux, on est d'accord? Exactement. En fait, l'indemnité ne peut pas être inférieure à son indemnité de licenciement. Donc on va calculer l'indemnité de licenciement et on va dire, voilà, l'indemnité à laquelle tu peux prétendre, c'est celle-là, on signe ou on signe pas. Après, on peut négocier plus, il n'y a pas de plafond, on peut signer le double, triple, quintuple, n'importe quoi, mais le minimum, c'est celui-là. Et en ce qui concerne les délais, en fait, il y a des délais incompressibles, c'est-à-dire entre le moment où on parvient à un accord et on signe le formulaire administratif, le CERFA, il y a d'abord une première période de 15 jours calendaires qui permet à chacune des deux parties, et souvent le collaborateur, de se retirer du formulaire. Le temps de la réflexion. Voilà, exactement. Finalement, on m'a mis le couteau sous la gorge pour signer, je ne suis plus d'accord pour signer. Ce qui arrive parfois, il faut le dire. Ça arrive parfois et ça passe l'entreprise dans de sales draps, parce qu'après, si c'est elle qui était l'initiative de la rupture, on se retrouve avec un collaborateur qu'il faut quand même faire partir et il faut trouver une bonne raison pour le faire
faire partir alors qu'on était d'accord pour le faire à l'amiable. Et là, ça fait monter les enchères. Ça fait monter les enchères, exactement. Et une fois que ce délai de 15 jours est achevé, la partie la plus diligente, dit le texte, mais souvent c'est l'employeur, soumet le formulaire à l'administration sur la plateforme dédiée. Et là, ça ouvre un second délai, qui est un délai là de 15 jours ouvrables, donc pas 15 jours calendaires, donc on exclut les dimanches et les jours fériés. Et au mois de mai, ça peut rentrer en ligne de compte pour le calcul, d'où un autre showstrap, et avant que le contrat puisse être rompu. Est-ce qu'on peut signer une rupture avec un salarié malade, tous ces cas de figure un peu particuliers? Oui, on s'est beaucoup posé la question. Il y a eu pas mal de contentieux là-dessus, sur les femmes enceintes, les femmes qui viennent d'accoucher, les salariés malades en accident professionnel, etc. La réponse est oui. La seule question que se pose la juridiction, c'est est-ce que le consentement a été libre ou pas? C'est-à-dire qu'est-ce que l'employeur a abusé d'une relation de fragilité ou de faiblesse pour imposer le consentement du collaborateur? Mais techniquement, rien ne l'interdit. Le régime fiscal et social, parce que la réalité, vous êtes avocat et il arrive que vous accompagnez des entreprises, mais aussi des salariés, qui vont vous dire, bon attendez, je veux bien que vous négociez pour moi, parce que souvent les avocats négocient de gré à gré. Bon, c'est combien en net? Oui, exactement. C'est toute la problématique. L'entreprise se demande combien ça va coûter en brut, chargé, donc avec les charges sociales, et le collaborateur veut savoir quel chèque il va recevoir à la fin. Donc effectivement, c'est un régime un peu compliqué, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous de ce qu'on appelle le plafond annuel de sécurité sociale multiplié par 2, donc en ce moment c'est 86 000 €, en dessous de ce montant-là, il n'y a pas de charge sociale. Il n'y a qu'une fraction qui est soumise à CSG-CRDS. Donc pour le salarié, ce n'est pas un prélèvement significatif. En revanche, l'employeur, lui, va donc supporter jusqu'à présent le forfait social et à compter du 1er septembre, ce qu'on appelle une contribution patronale de 30%. Donc le coût est ce fameux 30%, pour être concret, c'est 30% sur la somme globale versée aux salariés? Oui. Donc s'il lui verse 100 000 €, alors, non, c'est jusqu'à 85 000. Donc, sur la base de 85 000, oui, il va verser en plus 30% sur la base de 85 000, ce qui fait 3 x 8, 3 x 6, 18, 3 x 8, 24 000 € en plus. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le renchérissement... qui n'est pas versé aux salariés, qui n'est pas versé aux salariés, qui est versé en cotisation patronale. Exactement. Alors, il faut mettre ça en parallèle avec le coût des charges patronales sur du salaire qui est entre 40 et 45%. Donc, c'est quand même moins, mais c'est quand même pour une indemnité de départ significative, surtout qu'une indemnité de licenciement, elle, pour le coup, elle ne supporte pas de forfait social. Mais non. Des contributions. Donc, c'est un renchérissement du coût. L'impôt ou pas l'impôt? Ça, on vous la pose tout le temps. On la pose tout le temps. Pas d'impôt sur le revenu tant que l'indemnité est inférieure à 250 000 €. L'indemnité nette globale reçue par le salarié. Mais quand on y compte les congés payés, l'ensemble des droits... Ça vient en plus. Et ça, pour le coup, c'est du salaire. Donc ça, pour le coup, ça rentre. C'est en solde de tout compte. Voilà. Donc ça rentre dans l'assiette imposable du collaborateur. Mais l'indemnité elle-même, tant qu'elle est inférieure à 6 plafonds annuels de sécurité sociale, elle est exonérée d'impôt. Qu'on soit clair avant de nous quitter, on parlait bien de l'indemnité. On ne parle pas des droits légaux, qui sont les congés payés accumulés sur l'année, qui vont être multipliés à quelques droits supplémentaires et qui vont faire déjà une première enveloppe. Exactement. Et qui viendra s'additionner à cette somme. À cette indemnité, exactement. On parle aussi de préavis. Souvent, les collaborateurs disent, mais alors, quid de mon préavis? Il faut savoir que dans la rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. Le délai est de 5 semaines minimum, ça peut être plus. On peut négocier une fin de contrat à 2, 3 mois, 4 mois après la rupture, mais ce ne sera pas du préavis. Un dernier mot, on signe des documents parfois qui permettent de verrouiller le salarié sur les secrets professionnels, sur... Oui, très bonne question, effectivement. On peut rajouter, souvent les entreprises nous disent, mais est-ce que je peux signer une transaction derrière pour être bien sûr qu'il ne viendra pas au prud'homme derrière? Alors il faut savoir qu'on ne peut pas transiger sur la cause de la rupture, puisque ce point-là est soldé par la rupture conventionnelle, puisque c'est un accord amiable. En revanche, on peut conclure une transaction sur d'autres éléments de la relation de travail, typiquement des heures supplémentaires, du harcèlement moral, etc. etc. Mais sur le principe de la rupture, non, il est interdit de faire une transaction qui vienne doubler quelque part la rupture conventionnelle. Pour ne pas revoir le salarié au prud'homme, 6 mois plus tard, revendiquant cette fois-ci les droits devant une juridiction. Merci, c'était un vrai plaisir, parce que c'est un sujet vraiment très très important, Étienne. Et oui, 500 000 ruptures, c'est quand même une somme. C'est pas rien. Est-ce que ce surenchérissement de la cotisation patronale va freiner? J'en suis pas sûr. Vous viendrez nous le dire peut-être dans 6 mois. Un bilan l'année prochaine. Merci Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause. On s'intéresse à l'homophobie. C'est la journée internationale de l'homophobie dans quelques jours. On va en parler avec nos invités. Comment les choses se passent en entreprise? Comment cela est vécu? Le coming out, est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'on est bloqué dans sa carrière lorsqu'on dévoile ses orientations sexuelles? On en parle avec mes invités juste après la pause. C'est le débat du Cercle RH.